Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial pour toute personne qui quitte Israël, la rupture de la résidence fiscale. Ça peut paraître comme une simple formalité administrative, mais il faut savoir que les implications, que ce soit au niveau financier ou juridique, sont tout simplement énormes. Quand on prévoit de partir vivre à l'étranger, on pense souvent que ça se résume à faire ses valises. Mais non. En réalité, une question fondamentale se pose, et c'est une question qui va vraiment définir toute la relation avec le fisc israélien pour les années à venir. Alors, allons-y, entrons dans le vif du sujet. En fait, tout tourne autour d'un concept clé, celui du centre de vie. La loi israélienne, elle, impose un choix très clair. Est-ce que le cœur des intérêts personnels et économiques d'une personne reste en Israël, ou est-ce qu'il se déplace à l'étranger avec elle? Concrètement, ça veut dire qu'il y a deux chemins, deux scénarios bien distincts. Premier cas, le centre de vie est maintenu en Israël. Là, il faut faire une déclaration annuelle et l'imposition se fait sur les revenus mondiaux. À l'opposé, si le centre de vie est officiellement déplacé à l'étranger, eh bien l'impôt ne s'applique plus qu'aux revenus qui viennent d'Israël. On voit bien que le point absolument crucial, c'est de notifier ce changement de manière officielle. Alors la question c'est, comment fait-on pour notifier ça officiellement? Eh bien c'est là qu'entre en scène un document absolument central, le fameux rapport d'abandon de résidence fiscale. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est l'objectif de ce rapport. C'est simple, c'est la preuve formelle, celle qu'on fournit à l'administration fiscale pour dire « Regardez, le centre de gravité de la vie de cette personne n'est plus en Israël ». Et attention, c'est un point qui est absolument non négociable. Pour être légalement exempté de payer des impôts en Israël sur des revenus générés à l'étranger, que ce soit un salaire ou autre chose, la soumission de ce rapport, c'est la seule et unique voie possible. Il n'y en a pas d'autre. Bon, ce rapport, ça peut faire un peu peur, sembler intimidant comme ça, mais en réalité, il est très structuré. Alors, on va le décomposer ensemble pour que tout devienne beaucoup plus clair. En gros, le rapport, c'est un triptyque. Il y a 3 parties distinctes. D'abord, un rapport fiscal tout à fait classique qui couvre la partie de l'année passée en Israël. Ensuite, il y a un questionnaire bien spécifique posé par les autorités fiscales. Et enfin, et c'est vraiment la partie la plus importante, un document juridique qui va fournir toutes les preuves, tous les faits qui justifient que le centre de vie a bel et bien été déplacé. Voilà, maintenant qu'on a vu le quoi, passons au quand. Parce qu'en fiscalité, les délais c'est absolument crucial. Il y a des règles très précises à respecter pour que toute la démarche soit valide. S'il y a une seule date à retenir, c'est celle-ci. C'est la date limite la plus importante de tout le processus. Le 30 avril. La règle est toute simple. Pour un départ d'Israël en 2024, par exemple, le rapport d'abandon doit être soumis au plus tard le 30 avril 2025. C'est vraiment une obligation légale à ne surtout pas manquer. Ok, ça c'est pour l'année du départ. Très bien. Mais est-ce que c'est un processus qu'on fait une seule fois et c'est terminé? Est-ce qu'il faut le refaire les années d'après? C'est là, justement, que la situation peut devenir un peu plus complexe. Alors, regardons de plus près cette fameuse règle des 30-425 jours. La loi nous dit que si, une année après le départ, une personne passe plus de 30 jours en Israël et que le total des jours passés en Israël sur les 3 dernières années dépasse 425 jours, alors oui, il faut soumettre un nouveau rapport. L'exemple ici est parfait pour comprendre. En 2021, la personne passe 40 jours en Israël. C'est plus 30. Et sur 3 ans, le total est de 530 jours, ce qui est bien au-dessus de 425. Résultat, un nouveau rapport est obligatoire pour l'année 2021. Un autre point qui est essentiel à comprendre, ce déménagement, il doit être durable. Ce n'est pas une solution pour un petit séjour de quelques mois à l'étranger. Pour que la rupture de résidence soit vraiment validée par les autorités, il faut généralement rester à l'étranger pendant au moins 2 à 4 ans. Bon, on arrive maintenant à la dernière partie, et c'est sans doute la plus importante. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur cette démarche? Tout simplement parce que les enjeux, qu'ils soient financiers ou juridiques, sont juste considérables. D'un côté, les bénéfices sont limpides. Le plus gros, évidemment, c'est l'exonération d'impôts sur les revenus générés à l'étranger. Mais ce n'est pas tout. Comme l'impôt est calculé sur une base annuelle, un départ en cours d'année peut donner droit à un remboursement d'impôts sur le revenu et même des cotisations sociales, le fameux Bitwa Leumi. Et par-dessus tout, ça permet d'avoir un statut fiscal qui est clarifié et sécurisé. Et de l'autre côté, en face, les risques sont vraiment sérieux. Ne pas soumettre ce rapport, ce n'est pas un simple oubli administratif, non, c'est une infraction pénale. Il faut bien avoir en tête que l'administration fiscale a un accès direct au registre des entrées et sorties du territoire. Les autorités savent précisément qui part et qui revient et quand. Ignorer cette obligation, c'est tout simplement s'exposer à un contrôle fiscal et à de grosses complications au moment d'un retour en Israël. Alors, que se passe-t-il si une personne a déjà quitté Israël sans avoir fait cette démarche? Il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Il est toujours possible de régulariser la situation. Et bien sûr, le plus tôt sera le mieux, surtout avant d'envisager un retour au pays, même pour une simple visite. Parce qu'au final, la clarté et la tranquillité fiscale, ça n'a pas de prix.